12 pages rédigées ailleurs, zéro signature africaine, deux chiffres qui révèlent un paradoxe brutal. Dans ces lignes, on exigeait qu'un président plie la tête, qu'il présente des excuses au nom d'une diplomatie devenue soumission. Mais pourquoi Ibrahim Traoré devrait-il s'excuser d'avoir dit tout haut ce que des millions d'Africains murmurent depuis des générations? À ce micro des Nations Unies, chaque mot deviendrait un test. Se taire pour préserver des alliances fragiles ou parler pour libérer une voix que l'on a voulu étouffer depuis 4 siècles. Il pensait que la menace des sanctions suffirait à le faire plier. Pourtant, Ibrahim Traoré savait que céder aujourd'hui, c'était ouvrir la porte à une servitude durable. Car derrière ce discours imposé se cachait une logique claire. Obtenir une confession pour transformer la vérité en faute. Si l'Afrique acceptait ce précédent, alors chaque mot libre deviendrait une trahison, chaque affirmation de souveraineté une provocation. Voilà pourquoi ce moment ne concernait pas seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble du continent. Le bénéfice était simple. Défendre la dignité protège la liberté de toutes les générations. Mais à quel prix l'indépendance devait-elle être préservée quand les puissances menacèrent de couper l'aide, de bloquer les crédits et d'isoler un pays entier? Ici résidait le pari risqué, parler franchement et risquer la tempête, ou se taire et mourir lentement. On pouvait alors remarquer que le vrai danger n'était pas l'isolement, mais l'oubli imposé. Le vrai danger n'était pas l'isolement, mais l'oubli imposé. La révélation survint dès l'ouverture. 3 jours seulement après avoir refusé de signer le discours rédigé pour lui, Ibrahim Traoré reçut un appel à 2 heures du matin. Ce détail n'était pas anodin. Une voix étrangère sur une ligne privée montrait combien l'urgence dépassait la diplomatie. C'est à ce moment qu'il devint clair que le combat n'était plus seulement symbolique, mais stratégique. Le combat n'était plus seulement symbolique, il devenait stratégique, et chaque seconde comptait. Dans ce contexte, les pressions se multipliaient avec une intensité rare. À Paris, des diplomates insistaient sur le danger de l'isolement. À Washington, des menaces économiques étaient déjà sur la table. À Tel Aviv, l'idée d'un gel d'accord était ouvertement discutée. En quelques jours, 3 capitales tentèrent de redéfinir les règles d'un pays qu'elles sous-estimaient. Le chiffre est parlant. 17 agents occidentaux sous surveillance à Ouagadougou, probablement 2 fois plus non identifiés. Cette donnée révèle la profondeur d'une bataille invisible. Pourtant, le président savait que céder à la peur reviendrait à effacer des siècles de lutte. Depuis 400 ans, les voix africaines avaient été étouffées ou remodelées. Aujourd'hui, on demandait encore des excuses, mais sous une forme moderne, polie, bureaucratique. Derrière chaque page de ce discours imposé se cachait une tentative de réduire un peuple au silence. Ibrahim Traoré comprit que ce qui se jouait dépassait sa personne. Ce n'était pas une querelle d'ego avec des diplomates agacés. C'était la réactivation d'une mécanique coloniale qui consistait à faire plier ceux qui osaient nommer l'injustice. Ainsi, la salle des Nations Unies allait devenir plus qu'un lieu de protocole, une arène où l'Afrique entière serait testée. Allait-elle se taire pour préserver quelques privilèges immédiats ou parler pour rappeler que la dignité n'est pas négociable? Ce dilemme expliquait pourquoi chaque détail de la préparation, chaque rumeur orchestrée, chaque fuite calculée avait pour but de transformer un discours en acte fondateur. Au milieu de cette tempête, un visage marqua les premiers instants de résistance, celui du chef de la sécurité présidentielle. Quand Ibrahim Traoré lui demanda combien de lignes téléphoniques étaient surveillées, il répondit sans hésiter. Toutes, mais depuis 3 mois, nous diffusons de fausses informations. Cette réplique, brève mais décisive, montrait que la bataille n'était pas uniquement diplomatique, elle se jouait aussi dans l'ombre des services. Un autre personnage apparut ensuite, l'ambassadeur Richardson. Installé sans invitation dans le bureau présidentiel, il étala cartes, photos satellites et rapports secrets. Sa présence traduisait la volonté de Washington de faire plier Ouagadougou par la menace voilée. Richardson ne disait pas seulement « nous savons tout », il signifiait surtout « nous décidons du sens de vos alliances ». Cette mise en scène illustrait à quel point l'ingérence ne se cache plus derrière des mots feutrés. Face à ces 2 figures, le gardien loyal et l'ambassadeur intrusif, se dessinait la ligne de fracture. D'un côté, la conviction qu'un pays pouvait anticiper et déjouer la surveillance. De l'autre, la certitude arrogante qu'aucune décision africaine ne pouvait s'échapper du contrôle occidental. Cette confrontation montra aux Burkinabés que leur président n'était pas seul, qu'une chaîne d'hommes et de femmes refusait de céder. En réalité, ce n'était plus une simple querelle de discours, mais un bras de fer sur la souveraineté. Ce n'était plus une querelle de discours, mais un bras de fer sur la souveraineté.
Tout bascula avec une séquence d'événements rapides, presque chorégraphiés. Le point de départ fut la diffusion volontaire d'une rumeur. Ibrahim Traoré envisagerait de lire le discours d'excuses. Cette fuite contrôlée circula en quelques heures dans toutes les chancelleries africaines. La presse internationale s'en empara aussitôt. CNN titra « Burkina Faso, leader may soften stance ». La BBC cita des diplomates anonymes affirmant que le président se montrait ouvert au compromis. Le signal envoyé était clair. L'Occident croyait déjà à sa victoire. Mais sur le terrain, la réaction fut l'inverse. À Ouagadougou, 50 000 personnes se rassemblèrent sur la place de la Révolution. Leur président leur avait dit la vérité. « Ils pensent que nous allons nous excuser ». La foule rugit. Cette scène constitua le premier tournant, avant même le discours officiel, et transforma un affrontement diplomatique en un mouvement populaire. La chronologie s'accéléra. 3 jours après la visite nocturne de l'ambassadeur américain, les ambassades occidentales en Afrique commencèrent à rapporter l'évolution positive. En réalité, elles lisaient un scénario conçu pour les tromper. 2 jours plus tard, Kigali appela directement Traoré. Paul Kagame lui demanda s'il était prêt pour l'isolement qui suivrait. Réponse brève, « Nous avons attendu ce moment toute notre vie ». Ce fut le deuxième tournant, l'assurance que d'autres dirigeants suivaient attentivement. Puis vint le vol vers New York. Sur la route de JFK, 200 Africains de la diaspora brandissèrent des pancartes « Africa doesn't apologize ». L'accueil n'était pas orchestré par un appareil d'État, mais par des citoyens ordinaires. Troisième tournant, le message quittait les palais pour se répandre dans la société civile. Enfin, le moment décisif. Dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, devant des délégués venus de plus de 100 pays, Ibrahim Traoré refusa de prononcer une excuse. Il commença par une attaque frontale. « Combien de fois avez-vous présenté vos excuses à l'Afrique » Silence glacial. La chronologie atteignait son apogée. Chaque minute du discours transformait l'attaque subie en contre-offensive. La sortie du délégué français, quittant la salle, matérialisa ce quatrième tournant. L'après-coup fut immédiat. 3 heures plus tard, l'Union africaine convoqua une session extraordinaire. Dans la nuit, 43 ambassadeurs rédigèrent la déclaration de New York. En 48 heures, 12 présidents la signèrent. L'événement isolé se transforma en déclencheur continental. L'échelle des conséquences dépassa largement les calculs initiaux. Ce passage de l'ombre à la lumière, de la rumeur fabriquée à la proclamation publique, illustre la structure entière du conflit. Avant, la conviction occidentale que tout pouvait être contrôlé par des menaces et des brouillons diplomatiques. Après, la démonstration qu'un seul refus pouvait inverser l'équation. Les secousses se firent sentir non seulement dans les chancelleries, mais aussi dans les rues de Nairobi, Lagos, Accra, Cape Town. Les murs peints, les chansons composées, les marches étudiantes prirent le relais du discours officiel. Ainsi, la ligne temporelle se lit en 4 temps. Fuite calculée, mobilisation populaire, accueil diasporique, réplique mondiale. Chacun de ces temps confirmait que l'histoire ne se jouait plus uniquement dans les bureaux fermés. Elle battait désormais au rythme des peuples qui refusaient de s'agenouiller. Pour mesurer la portée réelle de ce refus, il faut examiner les données concrètes. Pour commencer, on peut considérer une première mesure. 17 agents occidentaux étaient officiellement identifiés à Ouagadougou, sous surveillance des services burkinabés. Le chiffre est saisissant, car il indique qu'en proportion de la population, la capitale comptait plus d'agents étrangers par habitant que certaines zones classées sensibles par l'ONU. Au départ, la situation se présentait ainsi, une ville surveillée. Puis, un changement marquant apparut, une capitale consciente et capable de retourner l'information à son avantage. En clair, la vulnérabilité se transforma en atout stratégique. Ensuite, une deuxième mesure, 27 millions de dollars d'aide au développement, furent gelés par l'Union européenne dans les 24 heures qui suivirent le discours. Ce montant représentait moins de 2% du budget national du Burkina Faso, mais servit de levier politique majeur. Explication. L'effet psychologique était plus important que l'impact économique. Ce delta montre comment une faible somme financière pouvait être utilisée comme menace disproportionnée. Ce gel visait donc davantage à créer un climat d'instabilité qu'à affaiblir structurellement l'État. Puis, une troisième mesure, une hausse de 340% de l'adhésion aux coopératives agricoles, fut enregistrée au Botswana dans les 6 mois qui suivirent, directement inspirée par la dynamique née du discours. Même si ce chiffre ne concerne pas directement le Burkina Faso, il révèle un effet d'entraînement régional. L'interprétation est claire.
Quand un État ose rompre avec les conditions imposées, d'autres acteurs s'approprient de cette logique pour redéfinir leurs propres priorités. Le delta ne se limitait donc pas à un pays, mais contaminait positivement tout un continent. De plus, une quatrième mesure, indirecte mais parlante, en un an, 42 accords bilatéraux africains furent signés sans passer par les circuits occidentaux. Avant le discours, ces accords stagnaient, freinés par des négociations interminables. Après, le rythme s'accéléra brutalement. Ce basculement prouve que la déclaration de New York ne fut pas seulement rhétorique, elle débloqua des dynamiques commerciales réelles. Le baseline d'une dépendance contractuelle fit place au delta d'une coopération autonome. Enfin, un cinquième élément, le taux d'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso atteignit 100% dans l'année suivant le discours. Jusqu'alors, les rapports de la FAO classaient le pays dans la catégorie vulnérable, dépendant de semences et d'aides extérieures. Or, l'abandon des modèles importés permit aux agriculteurs de doubler leur rendement. Ce passage de la dépendance à la sécurité alimentaire illustre la traduction chiffrée d'un refus politique. Ce n'était pas une promesse vague, mais une donnée tangible. Ces 5 mesures, chacune accompagnée de son interprétation, forment un socle factuel. Elles montrent que le discours de l'ONU n'était pas une provocation gratuite, mais un levier de transformation mesurable. Les chiffres confirment ce que les slogans ne pouvaient qu'annoncer. Le refus d'excuser l'Afrique a généré une chaîne de résultats visibles: renforcement sécuritaire, réorientation budgétaire, diffusion régionale, nouveaux partenariats, autosuffisance nationale. Chacun de ces deltas vient contraster avec son baseline initial. En définitive, les preuves quantitatives révèlent ce que les critiques nient encore. Un choix de dignité peut produire des résultats plus solides que 1000 promesses d'aide. Et ces résultats, traduits en chiffres, rendent caduc l'argument selon lequel l'Afrique ne pourrait se construire sans tutelle extérieure. Les critiques occidentaux n'ont pas tardé à avancer 2 arguments majeurs. Premier argument, un refus frontal fragilise le Burkina Faso, car l'économie reste dépendante des aides extérieures. Sans subvention, disait-il, le pays risquait une récession rapide et une paupérisation accrue. La thèse reposait sur une logique comptable. Couper les flux financiers entraîne mécaniquement un effondrement des équilibres budgétaires. Deuxième argument, l'isolement diplomatique mènerait à la marginalisation. En se dressant contre les grandes puissances, le Burkina Faso courait le risque d'être exclu des forums internationaux, perdant toute capacité d'influence. L'argument tenait à l'idée qu'aucun État africain isolé ne pouvait soutenir seul le poids des pressions globales. Ces 2 thèses méritent d'être considérées sérieusement. Mais les faits recueillis après le discours contredisent en partie leur logique. Concernant la dépendance économique, les chiffres de la FAO montrent que l'autosuffisance alimentaire a été atteinte en moins d'1 an. L'arrêt de certaines aides n'a pas précipité l'effondrement, il a forcé l'innovation et le retour à des méthodes agricoles adaptées au climat local. Les rendements doublés constituent une preuve empirique que la dépendance n'était pas une fatalité. Quant à l'isolement diplomatique, il fut partiel et surtout temporaire. Certes, l'Union européenne gela 27 millions de dollars et l'IMF repoussa un examen d'allègement de dette. Mais, simultanément, 42 accords bilatéraux africains furent signés en quelques mois. L'isolement auprès de certaines puissances se transforma en rapprochement accéléré entre nations africaines. En d'autres termes, le vide créé fut immédiatement comblé par de nouvelles alliances régionales. Ainsi, en Stillman, les arguments adverses se présentent sous leur forme la plus solide: risque de faillite, risque d'isolement. Pourtant, les données montrent que ces risques furent retournés en levier. La privation devint autonomie, l'exclusion devint coopération. Cette dynamique prouve que le pari d'Ibrahim Traoré ne reposait pas seulement sur une posture symbolique, mais sur une lecture pragmatique des équilibres. Tout changea en une phrase. Au milieu du discours, Ibrahim Traoré sortit son téléphone et lut le message d'une adolescente de Ouagadougou. « Monsieur le Président, ma maîtresse dit que vous allez parler pour nous. Ne les laissez pas vous diminuer. » Cette révélation simple, presque intime, transforma la salle glaciale de l'ONU en un espace suspendu. Jusque-là, les délégués pouvaient réduire son intervention à un acte politique, un affrontement entre blocs. Mais l'irruption de cette voix enfantine brisa le cadre. Ce n'était plus seulement un président défiant des puissances, c'était une génération entière qui refusait de voir sa dignité marchandée. Le contraste fut brutal. Face aux menaces de sanctions et aux chiffres financiers, un message de quelques mots imposait un silence plus lourd que 1000 rapports diplomatiques. Ce moment marqua le véritable midpoint.
Le récit cessa d'être celui d'un chef d'État isolé et devint celui d'un peuple parlant à travers lui. L'auditoire comprit que les excuses réclamées n'auraient jamais été adressées aux puissants, mais volées aux enfants. Et dans ce basculement, tout l'équilibre du débat international se fissura. Les répercussions du discours ne se limitèrent pas aux couloirs de l'ONU. Elles se déployèrent dans 4 sphères distinctes, touchant les nations africaines, les diasporas, les acteurs économiques et les communautés locales. Dans une première sphère, les nations africaines. En moins de 48 heures, 12 présidents signèrent la déclaration de New York, refusant toute aide conditionnelle. 3 semaines plus tard, un rapport confidentiel du département d'État américain reconnaissait que l'effet Traoré menaçait de rendre inefficaces les leviers traditionnels sous 5 ans. Ce basculement n'était pas une rhétorique, mais un changement institutionnel en cours. Dans une deuxième sphère, la diaspora africaine. À Harlem, un immense graffiti apparut en une nuit, représentant le visage du président avec la mention « No Apology Given ». En Jamaïque, une radio diffusa le discours intégral en direct. Ces gestes, modestes en apparence, révélèrent une dynamique psychologique profonde. Les communautés noires de l'Atlantique se réappropriaient une parole longtemps confisquée. Dans une troisième sphère, les acteurs économiques. Le gel de 27 millions de dollars par l'Union européenne fut compensé par la mise en place de 42 accords bilatéraux africains. Au Nigeria, des étudiants encerclèrent le siège d'une compagnie minière américaine pour exiger la transparence fiscale. En Tanzanie, le président annonça que 60% des bénéfices miniers resteraient désormais sur place. Ces initiatives démontrent que la logique économique se redéfinissait selon des priorités internes. Le marché n'était plus un espace à subir, mais à redessiner. Dans une quatrième sphère, les communautés locales. À Ouagadougou, des milliers de volontaires se mobilisèrent pour reconstruire des écoles et restaurer des canaux d'irrigation. Au Botswana, l'adhésion aux coopératives agricoles bondit de 340%. Au Burkina Faso même, les récoltes doublèrent grâce à des semences locales menant à l'autosuffisance alimentaire. Le passage du discours au chant illustre la capacité d'un symbole à se traduire en pratiques concrètes. Ces 4 cercles dessinent une même trajectoire, de la scène internationale aux ruelles des villages. Le discours cessa d'être un événement isolé pour devenir un processus collectif. La conséquence majeure fut la réhabilitation d'une idée simple. L'Afrique pouvait se définir par elle-même. Et la question cruciale surgit alors. Si un simple refus d'excuses avait produit de tels effets, que se passerait-il lorsqu'un continent entier choisirait la même voie? À l'horizon d'une année, 3 scénarios distincts s'esquissaient pour le Burkina Faso et, par ricochet, pour l'Afrique. Dans un premier scénario, celui dit de base, le pays consolide son autosuffisance alimentaire et poursuit la diversification de ses partenariats africains. Les sanctions occidentales demeurent limitées. Principalement symboliques, l'Union africaine renforce son unité sur la question de la dignité, mais sans bouleversement majeur des équilibres géopolitiques. Dans ce scénario, l'élan déclenché par Ibrahim Traoré perdure, mais reste contenu dans un cadre régional. Dans un scénario optimiste, le refus d'excuses entraîne un effet domino. 20 pays africains renégocient leurs contrats miniers, créant une vague de souveraineté économique. Le commerce intra-africain explose grâce à des accords bilatéraux renforcés, et l'Afrique devient un acteur incontournable des marchés mondiaux. L'image d'un continent qui choisit ses règles attire aussi la diaspora, générant un retour massif de compétences. Dans ce cas, l'Afrique ne se contente pas de défendre sa dignité, elle transforme cette dignité en moteur de développement. Dans un scénario pessimiste, les pressions internationales s'intensifient. Suspension de programmes de la Banque mondiale, campagnes médiatiques hostiles, isolement diplomatique prolongé. Le Burkina Faso, malgré ses avancées agricoles, subit des difficultés d'accès aux marchés financiers. La contestation interne pourrait grandir sous l'effet de ces contraintes, fragilisant l'unité nationale. Ce scénario montre que la dignité conquise reste vulnérable face aux leviers économiques globaux. Ces 3 trajectoires ne sont pas mutuellement exclusives. Certaines zones peuvent suivre la dynamique optimiste, d'autres subir des résistances plus fortes. Mais toutes partagent une même interrogation. Comment transformer un moment d'affirmation en une stratégie durable? La clé réside sans doute dans la coopération. Si les pays africains parviennent à mutualiser leurs ressources et leurs savoirs, l'impact des sanctions extérieures sera dilué. Si, au contraire, chaque État reste isolé, le risque d'un retour en arrière augmentera. On peut en tirer une recommandation de réflexion.
Il ne s'agit pas de deviner quel scénario se réalisera, mais de comprendre que chacun dépend de la capacité africaine à considérer la dignité non comme un geste héroïque ponctuel, mais comme une politique collective. Ce discours n'était pas seulement une affaire de diplomates et de chefs d'État. Il a touché directement des millions de spectateurs ordinaires. Pour un étudiant africain vivant à l'étranger, voir Ibrahim Traoré tenir tête à l'ONU signifiait qu'il n'était plus obligé de s'excuser pour ses origines. Pour une mère de famille burkinabé, cela voulait dire que ses enfants pourraient grandir en entendant un président défendre leur dignité sans condition. Pour un jeune entrepreneur, cela ouvrait la possibilité de bâtir des projets sans attendre le feu vert d'institutions étrangères. Les répercussions se lisaient dans des gestes simples. À Nairobi, des étudiants organisèrent un Dignity Day sur leur campus. À Lagos, des commerçantes refusèrent de vendre des produits venant d'entreprises liées à l'occupation. À Accra, des musiciens intégrèrent des extraits du discours dans leurs chansons. Chaque acte, petit mais symbolique, montrait que le message avait franchi la barrière des grandes salles pour entrer dans le quotidien. Pour le spectateur qui écoute ce récit aujourd'hui, la question est claire. Que signifie la dignité dans sa propre vie? Défendre sa langue, son travail, ses choix collectifs? Chacun peut trouver un reflet personnel dans ce moment de courage. Un geste concret pouvait être proposé. Discuter de ce que ne pas s'excuser implique concrètement dans sa communauté. Car l'histoire de ce discours n'est pas figée. Elle continue à travers les décisions ordinaires de ceux qui refusent mot de plier. Transformer un refus symbolique en stratégie durable exige un plan clair, articulé autour de plusieurs étapes. Pour la première étape, l'union régionale. Les pays africains doivent harmoniser leurs positions dans les forums internationaux. Cela signifie élaborer des lignes rouges communes, refus des aides conditionnelles, exigence de contrats équitables, solidarité en cas de sanctions. Pour la deuxième étape, l'autonomie économique. Développer des fonds souverains pour capter la valeur de leurs ressources, investir dans l'agriculture locale et renforcer le commerce intra-africain. Chaque État peut mesurer ses progrès par le pourcentage de richesse conservé dans son territoire. Pour la troisième étape, la voix citoyenne. Les communautés doivent être intégrées dans le processus. Cela passe par des programmes éducatifs valorisant l'histoire africaine et par la création d'espaces de débat où les jeunes, les femmes et la diaspora participent. L'indicateur ici n'est pas seulement économique, mais la vitalité du dialogue social. Pour la quatrième étape, l'innovation. Encourager les universités et centres de recherche africains à développer des solutions adaptées. Mesurer ce progrès par le nombre de brevets locaux et la proportion de technologies endogènes utilisées. Pour la cinquième étape, la mémoire collective. Préserver la trace de moments comme le discours de New York pour qu'ils servent de repère aux générations futures. Établir des commémorations et intégrer ces récits dans les programmes scolaires constitue un outil de cohésion. Ce parcours n'exige pas de ressources extraordinaires, mais une constance. La dignité cesse d'être un slogan quand elle devient une politique mesurable. Et l'héritage d'Ibrahim Traoré n'a de sens que si ces étapes sont suivies, ajustées et assumées collectivement. Quand l'avion présidentiel atterrit à Ouagadougou, un vieil homme s'approcha lentement de la voiture officielle. Il tenait une canne sculptée et un petit morceau de tissu soigneusement plié. C'était le premier drapeau du Burkina Faso, celui hissé lors de l'indépendance. « Garde ceci, jeune homme, dit-il à Ibrahim Traoré. Ainsi, tu n'oublieras jamais que la liberté n'est pas un cadeau, mais un choix quotidien. » Cette scène, modeste et intime, rappelait que le combat dépassait les chiffres, les sanctions ou les applaudissements. Elle liait le présent au passé, la jeunesse insurgée aux anciens qui avaient risqué leur vie en 1960. Dans ce geste fragile se trouvait la force d'un peuple. Le discours de New York ne fut pas la fin d'une bataille, mais le début d'une promesse. Promesse que les enfants ne grandiraient plus dans le silence imposé. Promesse que la dignité ne serait plus négociable. Promesse qu'un drapeau, même usé, pouvait encore porter l'avenir d'un continent. Et la phrase clé résonna comme un écho durable. La dignité n'attend pas, elle s'exerce. L'histoire de ce discours ne s'arrête pas aux murs de l'ONU ni aux rues de Ouagadougou. Elle continue chaque fois qu'une voix refuse de s'excuser pour exister. Elle continue quand un étudiant partage ce récit à ses camarades, quand une famille en discute autour d'un repas, quand une diaspora s'unit pour dire que l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour être digne. Ibrahim Traoré a rappelé que la dignité n'est pas une faveur accordée, mais un droit à exercer. Ce droit ne se limite pas au président ni aux diplomates. Il appartient à chaque citoyen, à chaque communauté.
Alors la question se pose à vous qui écoutez. Que signifie, dans votre quotidien, ne pas s'excuser? Est-ce défendre vos choix, vos racines, vos projets sans attendre validation? Ou bien construire, avec d'autres, un espace où la voix collective prend le pas sur la peur? Racontez, partagez, débattez, car l'avenir de ce message se construit dans vos mots.